Très bien. Je voudrais remercier Paul Colonna de m'avoir invité dans cette honorable maison que j'ai fréquentée un temps avec le groupe de travail en éthique et philosophie des sciences et le professeur Anne Fagot-Largeau. Donc, comme à l'accoutumée, j'ai fait un résumé précis de mon exposé avec toutes les citations bibliographiques que vous pouvez trouver à l'entrée de cet amphithéâtre. Et mon exposé est construit en deux parties. Le contexte donc juridique et puis les défis que j'ai formulés sous forme de 3 questions et que je vais vous dévoiler dans quelques minutes. Alors, tout d'abord, le concept de protection de l'innovation date du XVIe siècle. C'est même inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, on est face quand même à une question, c'est encourager l'innovation. Donc, il y a 2 voies qui peuvent être envisagées. Soit on développe une recherche publique, ou soit on encourage la recherche privée. Alors, ces voies, elles peuvent être complémentaires, hein, elles ne s'excluent pas l'une de l'autre. Dans un contexte de crise économique violent que nous traversons, il semblerait qu'un partenariat public-privé puisse sauver quand même l'innovation, puisqu'on voit mal en ce moment une augmentation des dépenses publiques. Donc, évidemment, si on investit, il faut un retour sur l'investissement. Donc, ce retour sur investissement, c'est les redevances et ce qu'on appelle les royalties dans le langage anglo-saxon. Alors, j'ai pris des chiffres très récents qu'on peut trouver dans le rapport de l'Assemblée nationale qui a conduit à la construction de la loi qui a été promulguée récemment le 8 décembre. C'est la loi 2011-1843 sur le certificat d'obtention végétale. Donc, en somme, le secteur de la biotechnologie verte, c'est un secteur quand même qui est très dynamique, hein, mais il faut savoir quand même que ça coûte cher. Ça coûte à peu près 1 million d'euros. Les entreprises semencières en France vont dépenser de l'ordre de 220 millions d'euros par an pour faire cette recherche. C'est de l'ordre de 12 à 13% du chiffre d'affaires annuel. Hein, donc c'est au-delà d'un secteur pharmaceutique, ce qui représente pas tout à fait 2 milliards d'euros. Donc là, j'ai pris des chiffres que j'ai trouvés. Je n'ai pas pu les actualiser, je ne les ai pas obtenus. En tout cas, en 2009, ça donne quand même une idée. Alors, il y a la société Monsanto américaine qui consacre à son budget recherche 750 millions. Puis la société suisse 490, Dupont Pionnier 440, américaine, BASF américain, allemand 350, Limagrin français 129, puis après des petites entreprises hein, qui consacrent que 90, 80 et Florimond-Després, entreprise française familiale. Alors c'est une activité risquée puisqu'il faut à peu près une dizaine d'années pour développer une nouvelle variété. Donc là, j'ai trouvé des chiffres sur les biotechnologies végétales pour faire une plante transgénique avec un événement qu'on aurait donc introduit. Donc vous voyez, c'est plus de 13 ans hein, en moyenne. Évidemment, ça dépend des espèces et de leur mode de reproduction. Donc ça va à minima de 11,7 ans à 16,3 pour le soja. Alors, il faut évidemment rajouter à ça l'inscription. Hein, donc, ça peut aller jusqu'à 5 ans, un peu plus de 5 ans pour avoir donc, cette inscription de cette plante transgénique. Donc, on est quand même bien au-delà de des 10 ans. Alors, en France, en Europe et puis dans le reste dans le monde, je vais vous expliquer comment on peut protéger une innovation. Alors en France, pour protéger une variété végétale, on a recours à deux certificats, le certificat d'obtention végétale, donc franco-français, et son équivalent européen. Donc on vient de fêter l'anniversaire des 150 ans du COV il y a quelques semaines. Donc le droit de protection des obtentions végétales, dans le droit français, il est bien codifié dans le Code de la propriété intellectuelle,
que je vous ai donc reprécisé dans cette feuille, avec toute une série d'articles. Alors, on va les passer en revue et voir donc leurs conditions d'octroi de ces certificats. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la France est le premier producteur de semences en Europe, premier exportateur de semences au niveau communautaire, et c'est le deuxième au niveau mondial, hein, derrière les Pays-Bas et devant les États-Unis. Donc c'est un chiffre d'affaires assez impressionnant, hein, puisque ça représente 2,5 milliards, hein, dont 1 milliard à l'exportation. La balance commerciale de la filière est excédentaire, c'est le moment de le souligner, de 650 millions d'euros. Et ça concerne des petites et moyennes entreprises. Hein, la plupart sont souvent familiales. Donc là, vous pouvez retrouver ça dans les minutes des débats à l'Assemblée nationale. Alors, la création variétale, elle est dynamique, hein, en France. Il faut savoir que pour le colza, le nombre de variétés disponibles est passé de 8 à 144 variétés sur une dizaine d'années, entre 1986 et 2007, sachant que l'INRA à Versailles, avec l'équipe de Georges Pelletier, avait donc découvert et inventé un système donc, qui contrôle la stérité mâle, donc qui permet de fabriquer des hybrides de colza, donc invention qui a été brevetée et qui a rapporté du reste beaucoup d'argent à l'INRA. Donc là, c'est un tableau qui vous montre ce dynamisme, hein, donc sur le nombre de variétés produites en France, celles qui sont inscrites au catalogue français et bien sûr celles qui sont inscrites au catalogue européen. Donc là, déjà, ça donne une image de la diversité, hein, végétale à travers cette création. La protection, elle est basée au niveau international sur une convention qui s'appelle la convention de l'UPOV. L'UPOV, c'est l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Elle compte actuellement 70 pays, j'ai vérifié encore hier, et elle a été établie à Paris en 1961, et c'était à l'initiative de la France. Il y a eu une convention qui a été révisée régulièrement en 72, en 78 et 91, mais nous, les Français, nous n'avons pas, jusqu'à très récemment, jusqu'au 8 décembre 2011, nous n'avions pas ratifié la convention de 1991. Donc, l'idée fondatrice de cette convention UPOV, c'est de reconnaître le travail d'assembleurs de gènes des sélectionneurs, hein, donc des généticiens, au travers de la délivrance d'un certificat d'obtention végétale. Donc, l'idée, c'est que, en fait, c'est un développement incrémental de la connaissance où on peut utiliser la variété d'un sélectionneur pour pouvoir l'améliorer avec ses propres caractéristiques qu'on voudrait y rentrer, moyennant un accord avec le sélectionneur. Donc là, évidemment, tout de suite, on voit qu'il n'y a pas une privatisation du patrimoine génétique, au contraire, une ouverture vers cette augmentation, finalement, de la diversité par un ajustement à chaque fois par les différents sélectionneurs. Pardon. Hop. Voilà. Donc le COV, lui, il est sous cette convention de l'UPOV, il est obtenu pour une variété nouvelle si elle satisfait à trois critères. Il faut qu'elle se distingue nettement d'une autre variété. Donc là, ça permet de protéger et l'obtenteur de la contrefaçon, mais aussi le client d'acheter vraiment un produit qui est nouveau et qui ne ressemble pas au voisin à quelque chose près. Donc là, il faut que ça soit donc vraiment nettement différent d'une variété déjà existante. Il faut qu'elle soit homogène, c'est-à-dire que tous les caractères qui soient contenus soient bien exprimés et aussi demeurent stables jusqu'à la fin du cycle de reproduction ou de multiplication. Alors l'obtenteur, il va donner une dénomination variétale qui répond à un certain nombre de critères qui sont définis par la loi. Alors, ce certificat d'obtention végétale, il va conférer au titulaire, donc à l'obtenteur, un droit exclusif à introduire sur le territoire, à vendre, à offrir à la vente, etc.
la durée de protection, elle est minimale. Elle est de 25 ans à partir de la délivrance de ce certificat. Et ça, c'est valable dans chacun des pays où on va déposer ce certificat. Elle est plus longue, parce qu'on tient compte du fait que c'est long de sélectionner des arbres forestiers, fruitiers, d'ornement, des graminées, des légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées en gamme utilisées pour la production de variétés hybrides. Alors la durée de protection, elle va prendre effet à la demande de la protection. Ça, c'est vraiment les critères qui définissent le COV. Alors, j'insiste bien, les variétés qui bénéficient d'un COV, qui sont couvertes par un COV, ne sont pas brevetables, contrairement à ce qu'on pourrait entendre. Et donc, l'idée d'une double protection d'un caractère qui aurait été breveté à l'intérieur de la a été complètement supprimée dans l'acte de 91. De toute façon, selon la Convention européenne des brevets, et je vais y revenir dans un instant, les variétés végétales ne sont pas brevetables. Donc, on n'a pas d'autre solution que d'utiliser un COV, voire un COVE dans le cadre européen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la France n'avait pas ratifié l'acte de 1991, bien qu'en 2006, elle avait donné l'autorisation à mener des débats pour se mettre en conformité avec cette convention UPOV. Mais avec la loi récente du 8 décembre relative au COV, la France pourra maintenant déposer les instruments de ratification de la convention auprès donc, de l'UPOV. Alors, ce texte, il poursuit en fait 3 objectifs. Le premier, c'est de mettre la France en conformité avec la législation internationale, ça c'est évident. Deuxièmement, conforter le certificat d'obtention végétale face au brevet, et là on va en discuter dans un instant. Il faut savoir que le COV, donc, dans la sélection variétale, va permettre de protéger le travail, puisque on reconnaît le travail d'assembleur de l'obtenteur, tout en laissant le champ libre à la création de nouvelles variétés concurrentes à partir de celles qui sont déjà existantes. Et ça, c'est depuis 1971 qu'on peut donc collaborer entre sélectionneurs. Alors, le troisième objectif, c'est de donner un cadre juridique aux semences de ferme, à l'image de l'accord qui a été passé en 2001 avec le blé tendre. Donc, les utilisateurs là, de semences de ferme, c'est des semences qui sont donc ressemées à partir de semences qui sont protégées par un COV, devront s'acquitter d'une indemnité aux titulaires donc des COV et respecter les règles de traçabilité des produits sous peine de constituer une contrefaçon. Autrement dit, destruction de la récolte s'ils ne respectent pas. Alors on va voir pourquoi on a fait ça et si ça pose des problèmes auprès des agriculteurs. Alors jusqu'ici, la loi française, avant ce 8 décembre 2011, ne contenait pas de disposition sur le privilège de l'agriculteur. On l'appelait sous cette forme-là, donc de permettre l'utilisation des semences de ferme, c'est-à-dire la partie de sa récolte qu'un agriculteur conserve pour les semis de l'année suivante, qui est un acte quand même fondateur de l'humanité. Bien. Contrairement à ce qui était prévu de façon implicite dans la Convention de 1978. En fait, ça a été confirmé, le fait que c'est soit interdit, par un jugement de la Cour d'appel de Nancy du 13 septembre 1988. Cependant, il y avait une tolérance et les titulaires de COV ne faisaient pas valoir leurs droits dans ce cas. Donc, cette tolérance était finalement entérinée et on ne poursuivait pas les agriculteurs. Alors, la loi est arrivée récemment et je l'ai lu évidemment attentivement. Elle est très simple d'accès. Vous allez sur le site de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et il y a une section, c'est une toute nouvelle section qui s'appelle Semences de ferme et qui contient 5 articles. En fait, ils sont basés sur des articles qui existaient dans le Code de la propriété intellectuelle. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais ce que j'ai mis en bleu en exergue, c'est finalement les points extrêmement importants.
donc de cette nouvelle législation sur les semences de ferme. Donc, on exclut toute possibilité d'échange de semences de ferme, protégées par un COV appartenant à un tiers. Ça, c'est bien conforme à la convention de l'UPOV de 91. Mais il a été quand même décidé de préciser dans le Code de la propriété intellectuelle que les semences de ferme seront autorisées au niveau national pour 21 espèces qui sont déjà recensées au niveau européen. Il est aussi précisé qu'il conservait la possibilité d'étendre au niveau national ces dérogations à d'autres espèces qui seraient énumérées par décret. Et on peut notamment penser aux cultures intermédiaires pièges à nitrate, comme la moutarde. Alors, les articles qui suivent, 623, 24, 2 jusqu'à 5, d'une part, vont prévoir une contrepartie à ce droit de semer de nouveau son champ avec des semences de ferme sous la forme d'une indemnité due aux obtenteurs, sauf les petits agriculteurs au sens du règlement communautaire de 1994 qui ne sont pas redevables de cette indemnité. Il y a donc une dérogation qui est précisée dans l'article numéro 3. Dans l'article numéro 4, ça va encadrer l'activité des trieurs à façon et notamment garantir la traçabilité des produits issus des variétés qui sont protégés par un COV. Et puis, dans l'article 5, peut être assimilé à une contrefaçon si on contrevient à la loi. Bien. D'une part, le matériel, il doit être trouvé sur l'exploitation. Les agriculteurs qui n'auraient pas à reverser une rémunération, ce sont les petits agriculteurs qui produisent 92 tonnes de céréales sur leur exploitation. Alors, l'article numéro 5 du règlement communautaire, qui date de 1995, avait fixé la rémunération à 50% des montants qui auraient été dus pour la production sous licence du matériel de multiplication. D'accord ? Alors voilà la fameuse liste des 21 espèces qui étaient prévues déjà en 1994 dans le règlement communautaire qui a été repris dans la loi de décembre. Voilà. Alors, en même temps, la pratique des semences de ferme est très répandue en France. Donc là, j'ai pris ce graphique de la Coordination nationale de défense des semences fermières, qui a établi une moyenne entre 2002 et 2005, avec des semences de ferme qui peuvent atteindre jusqu'à 46% pour le blé, 30% pour le colza, 51% pour le pois, le triticale 30%, et pour la fève, ça peut monter jusqu'à 65%. J'ai lu dans le rapport de l'Assemblée nationale que ça pouvait atteindre des chiffres beaucoup plus élevés selon les années. Alors, c'est une pratique qui est largement répandue. Et puis, en même temps, il y a une autre pratique qui est la contribution volontaire obligatoire. C'est le CVO, c'est pas pareil que le COV, qui va, lui, sécuriser juridiquement la pratique des semences de ferme et permettre en même temps la rémunération de l'obtenteur. Donc, ça a été mis en place par le GNIS, qui est un groupement interprofessionnel des semences au niveau national, sur le blé tendre, il y a 10 ans maintenant, en 2001. Donc, il met en place un mécanisme de collecte là, de 0,5 € par tonne de blé vendu. Ça fait 4 € à l'hectare, sachant qu'un quintal revient à 18 € et que le rendement est de 80 quintaux à l'hectare. La collecte va reposer sur des collecteurs agréés de céréales. Les sommes sont reversées au GNIS qui va en déléguer la gestion à une société coopérative spécialisée. Donc là, vous voyez la part de la redevance de 0,5 € par tonne de blé tendre. Donc les petits producteurs, eux, sont exonérés. Et donc il y a une rémunération jusqu'à hauteur de 85% aux obtenteurs. Alors l'accord va s'appliquer à toutes les ventes de blé tendre sous la forme de cette contribution volontaire obligatoire. Donc finalement, à l'instar de ce compromis,
On peut tout à fait imaginer ça pour les autres semences de ferme dont la liste, pour l'instant exhaustive, a été dressée récemment dans le droit français. Alors, ce qu'il faut savoir, donc là, la source, c'est le Groupement national interprofessionnel des semences, a fourni un tableau sur le progrès génétique, hein, donc un quintal par an en moyenne, et le revenu des agriculteurs. Donc, en fait, chaque euro qui est dépensé par les agriculteurs pour financer la création variétale, finalement, leur rapporte 6,7 euros. Donc il y a bien un progrès génétique qui se fait grâce au travail du sélectionneur. Donc là, vous voyez donc la répartition, hein, et donc les 6,7 euros qui sont le ratio net dépenses sur la décennie 1990 jusqu'à 2009, la deuxième décennie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau européen ? Alors, on a un autre certificat, qui est le certificat d'obtention végétale européen. Lui, il est en vigueur, hein, bien entendu. De plus en plus, d'ailleurs, les obtenteurs déposent un COVE. Il est valable dans tous les pays États membres de l'Europe, à l'exception de Malte, du Luxembourg et de la Grèce. L'office est situé à Angers. Et là, la durée des obtentions, elle est de 25 ans, hein, à l'instar du COV, et de 30 ans pour celles qui sont à multiplication pérenne. Voilà. Alors, la durée du droit, à quelques exceptions près, est la même, hein, qu'en droit français. Bon, à la différence du COV, c'est que ça prend date à la délivrance du titre. Donc, on gagne un petit peu de temps. C'est pas plus mal. La protection par brevet d'une variété végétale étant interdite en Europe, il n'y a pas d'autre moyen de protéger une variété. Alors, le règlement communautaire en ligne avec l'acte de 1991 de la Convention, UPOV, étend le droit de l'obtenteur aux variétés essentiellement dérivées de la variété elle-même protégée initiale, si celle-ci n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée. Alors, c'est quoi une variété essentiellement dérivée ? Eh bien, c'est une variété dans laquelle il y aurait eu un caractère qui aurait été introduit par transgénèse ou par une autre voie. Une variété essentiellement dérivée, ça peut être un mutant d'une variété ou un variant somaclonal, par exemple. Donc, on estime quand même qu'il y a quand même une très grande paternité entre les deux, donc on veut quand même la protéger. Donc la variété réputée essentiellement dérivée d'une autre variété initiale, c'est quand elle est principalement dérivée, qu'elle se distingue de la variété initiale, mais que par ailleurs elle reste conforme pour les autres caractéristiques. Donc en fait, c'est surtout pour les variétés dites transgéniques qu'on a fait cette précision. Alors justement, ça fait la transition. Comment on protège les inventions biotechnologiques, puisque avec l'avènement des plantes transgéniques, mais surtout dans les années 80 avec le génie génétique, la génomique, eh bien, on a commencé à trouver des gènes d'intérêt et on a pu effectivement les transférer plus rapidement, plus efficacement. Parfois, on n'avait pas d'autre moyen que de transformer dans une nouvelle variété. Alors, il y a une directive de 1998 qui a été transposée dans le droit français en novembre 2004, expressément, justement, pour l'avènement de ces inventions biotechnologiques. On est obligé, de toute manière, de transposer, parce que la loi française s'applique sur son propre territoire. Alors, pour qu'une invention soit brevetée, elle doit satisfaire à 3 critères, la nouveauté, le caractère inventif et l'application industrielle. Alors, je sais qu'hier, mais aussi aujourd'hui, les gens se posent souvent la question, mais est-ce qu'on peut protéger une protéine ou une structure, ou bien une séquence d'un gène ? Alors, bien sûr, vous pouvez avoir recours au brevet à condition que vous puissiez satisfaire à ces 3 critères d'octroi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez publier vos résultats
de façon écrite, voire orale, comme aujourd'hui, dans un exposé oral, vous faites antériorité. Et donc, les autres personnes ne pourront pas breveter ce que vous avez publié par écrit ou oralement. En revanche, vous pouvez plus tard décider de breveter votre invention si, effectivement, vous apportez la preuve que c'est nouveau et que ça a une application industrielle. Alors, la directive européenne du Parlement et du Conseil, elle est donc vraiment relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Elle porte là-dessus, et elle date du 6 juillet 1998. Et elle dit expressément sont brevetables les inventions portant sur un produit constituant en totalité ou en partie de matière biologique. Alors la matière biologique, c'est la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique. Il s'agit par exemple d'une fraction d'ADN, d'un gène, voire d'une cellule. Ne sont pas brevetables les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux et sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection, et ça c'est dans l'article 4. Alors, on peut donc protéger avec un brevet. Sa durée, elle est limitée dans le temps, elle est de 20 ans, à un produit qui contient une information génétique ou qui consiste en une information génétique et qui s'applique, donc avec Bernard Le Buennec, avec lequel j'ai travaillé pour faire l'analyse de ce travail, on a voulu donc bien préciser ce terme qui a été souvent mal compris. Donc, s'applique bien à toute matière biologique dans laquelle le produit est incorporé, à l'exception des produits du corps humain, en vertu de l'interdiction du commerce des éléments du corps humain. Alors, ça signifie qu'une invention biotechnologique brevetée, incorporée dans une variété végétale, reste protégée dans cette variété, mais en aucun cas, la variété végétale elle-même est brevetée, d'accord ? Puisque c'est contraire à la législation européenne qui interdit la protection par brevet des variétés végétales. D'accord ? Donc votre variété végétale, elle est protégée par un COV, qu'elle ait ou non un gène qui est breveté à l'intérieur. Ça veut dire que le génome de cette variété, dès qu'il ne va plus contenir l'invention biotechnologie brevetée, sera totalement libre des droits de brevet, évidemment. Alors, le COVE et le brevet ont les mêmes règles d'application concernant le privilège de l'obtenteur et l'utilisation des semences de ferme. Dans le cas des brevets d'invention, il y a 2 exceptions aux droits qui ont été ajoutées dans la fameuse directive. Les droits conférés ne s'étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés. C'est le privilège de l'obtenteur existant dans le cadre du COV qui est en vigueur. Bon, là, je vous passe les détails, mais c'est sur la vente et les actes de commercialisation. Ce qui nous intéresse plutôt ici, c'est l'utilisation de ces variétés-là. Donc, c'est bien le privilège de l'agriculteur qui s'applique de façon strictement identique aux variétés transgéniques, aux variétés conventionnelles dans le droit français, qui est donc la transposition de la directive. Et c'est aussi vrai en Allemagne. Alors là, je passe donc l'Atlantique. Et aux États-Unis, là, ils ont une toute autre philosophie de protection. Alors, ils ont 3 systèmes. Le premier, c'est le Plant Patent Act, qui intéresse des variétés à reproduction végétative, à l'exception des plantes à tubercules. Là, les droits sont similaires à ceux du brevet d'invention. Le Plant Variety Protection Act, qui, lui, va protéger les variétés à reproduction par graines, donc par voie sexuée, sauf les variétés hybrides. D'accord ? Et là, il y a un privilège de l'obtenteur et une possibilité sans restriction d'utilisation de semences de ferme. Aux États-Unis, on peut utiliser les semences de ferme. Et puis, il y a l'utility patent, qui est un système de brevet d'invention de type industriel. Et là, il y a une exemption de recherche qui est très limitée, c'est-à-dire sans privilège d'obtenteur et qui n'a pas d'exemption pour les semences de ferme. Alors, la protection d'un gène par utility patent, lui aussi, va s'appliquer au matériel génétique qui le contient. Il est protégé dans le plasmide, mais si ce plasmide-là, on le met dans une plante, il continue à être protégé. Alors, évidemment, dans ce système-là, ça va limiter le libre accès des sélectionneurs à la variabilité génétique, ce qui exclut, sauf
à obtenir un consentement du titulaire du brevet. Et là, alors là, il y a beaucoup de négociations qui se font avec les entreprises semencières qui ont déposé des brevets sur les événements de transformation. Voilà, on ne peut pas utiliser en tant que géniteur dans un nouveau programme d'amélioration, sauf accord, évidemment, versement. Alors, en fait, il y a eu des glissements progressifs, historiques. D'abord, ça a commencé en 1930, le plan de Patton Act qui a été donc introduit aux États-Unis sur une variété végétale. En 1945, ce sont des bactéries qui produisaient des vitamines, des acides aminés et des antibiotiques qui ont été brevetés. En 1973, l'Office des brevets européens avait produit une directive pour octroyer des brevets sur des organismes, mais des micro-organismes vivants. En 1980, c'est l'USPTO, c'est le Planted Mark Office, qui va octroyer un premier brevet à un organisme génétiquement modifié. Donc c'est le fameux procès Diamond contre Chakrabarty à une bactérie qui dégradait des hydrocarbures. Et donc les juges de la Cour suprême avaient estimé qu'il y avait eu vraiment invention et qu'il y avait évidemment une application industrielle. En 1986, c'est la variété de maïs surproduisant du tryptophane qui a pu être brevetée. Et puis, à partir de 1987, on a des génomes entiers, c'est souvent des micro-organismes qui sont couverts par un brevet. Et puis récemment, en 1988, il y a une souris transgénique, Oncomouse, qui a été créée, fabriquée par Philander et Timothy Stewart à Harvard, et avec un brevet de Dupont. En Europe, on a estimé en 92 que la souffrance valait les bienfaits de cette souris, et donc le brevet a été attribué. Bon, il y a eu beaucoup de débats. Et au Canada, par contre, ça a été l'inverse. Ils ont estimé qu'on ne pouvait pas attribuer un brevet étant donné les souffrances encourues par l'animal de laboratoire. Alors, quels sont les défis? Bon, moi, j'en ai retenu 3 que j'ai formulés sous forme de questions. Une question récurrente, c'est est-ce que la propriété intellectuelle a un impact sur la diversité génétique? Est-ce qu'elle la ferme ou au contraire elle l'ouvre? Est-ce qu'elle la valorise? La deuxième question, est-ce que ça va profiter aux paysans pauvres des pays en développement? Et la troisième question, c'est quand même in fine, qui paye? Qui va financer l'innovation? Est-ce qu'il y a plusieurs voies possibles et quelle est la plus optimale? On va le voir. Alors, quel est l'impact sur la diversité génétique? Alors, j'ai repris une phrase qui était parue dans Nature, que je trouve extrêmement intéressante, le 29 juillet de 2010. Comment nourrir un monde affamé à l'horizon 2050 à un coût acceptable pour la planète, et je crois que Paul Colonna œuvre dans cette direction de faire prendre conscience du développement durable à travers l'utilisation ou non des biotechnologies. Et les auteurs de cet éditorial, qui n'est pas signé, envisageaient justement d'utiliser des high-tech seeds with low tech farming practice, l'idée étant effectivement d'avoir des pratiques agricoles les moins impactantes sur la biodiversité, avec le meilleur respect dans une durabilité, mais en utilisant des graines donc hautement améliorées. Donc évidemment, il y avait urgence, disent les auteurs par ailleurs dans toute la série d'articles, parce que c'est un numéro spécial, sur les ressources génétiques, et donc de sélectionner des nouvelles variétés qui puissent offrir des hauts rendements, utilisant moins d'eau, valorisant plus l'azote, qui toléreraient la sécheresse et ce qui résisterait à des ravageurs. Alors évidemment, il faut que ces ressources génétiques soient accessibles. Elles ne sont pas forcément protégées d'ailleurs. Alors, dans la loi française du 8 décembre, effectivement, il y a un article qui a été ajouté
qui prévoit justement la conservation des ressources phytogénétiques patrimoniales et permettant l'accessibilité des citoyens aux échantillons de ces ressources, compte tenu de leur intérêt global pour l'agriculture et l'alimentation. Et ça, c'est un réservoir effectivement de diversité ou de richesse allélique dans une collection. Oui, fut un temps au potager du roi, moi j'avais la charge de gérer une collection nationale d'allium au niveau européen, suite à la Convention de Rio. Effectivement, il fallait bien les décrire et c'était important de conserver les écotypes qu'on pouvait d'ailleurs collecter dans les jardins amateurs, mais aussi auprès des petits agriculteurs qui maintenaient cette diversité. L'idée étant que ce n'est absolument pas incompatible avec l'exception du sélectionneur, qui est ce système très particulier du COV, où on peut effectivement utiliser une variété qui est protégée. Il faut savoir qu'il y a 70 000 variétés qui sont protégées dans le monde par un COV et qui sont libres d'accès pour de nouvelles recherches, donc qui sont ouvertes à la diversité. Alors, il faut savoir que les brevets des cultures donc transgéniques vont arriver à expiration. Donc je vous ai dit que ça durait 20 ans, hein, le brevet sur un événement. Et effectivement, les premières vagues, c'était dans les années 1994. Hein. Donc d'ici 2014, notamment une variété de soja tolérant à un herbicide, le Roundup Ready, qui avait été mis au point par Monsanto, eh bien, va tomber dans le domaine public. Donc il y a eu une alerte de la part de l'American Farm Board Federation pour se dire bon, mais est-ce que les agriculteurs américains se posent des questions, mais on n'aura plus ces sojas-là, on n'aura plus ces maïs-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que on pourra conserver des semences pour les prochaines plantations, puisque si on est vraiment dans le type patent, je vous l'ai dit, c'est absolument impossible. Bon, si on est en plein de Patent Variety Act, c'est possible. Enfin, la plupart des entreprises semencières ont recours plutôt à l'ulti-patent. Ou bien, est-ce qu'il y aura des versions génériques de ces semences? Voilà, à l'expiration du brevet. En tout cas, la société Monsanto s'est engagée de maintenir le statut d'approbation des exportations jusqu'en 2021. Donc là, on pourra encore utiliser donc ces variétés. Alors, deuxième question, est-ce que l'effet des droits de propriété intellectuelle sur les agriculteurs pauvres est dommageable ou pas? Est-ce qu'en fait, ils vont tirer un bénéfice? Bon, il faut savoir que maintenant, le paysage international bouge beaucoup. On a, à l'instar d'ailleurs des licences obligatoires pour les gens qui malheureusement souffrent du sida dans les pays en voie de développement, il y a des licences donc, qui sont libres de droit finalement. Donc là, pour une utilisation humanitaire, les agriculteurs de subsistance pourraient utiliser les technologies brevetées sans avoir à payer des redevances. Alors, je vais vous citer un certain nombre d'exemples. Alors, le riz doré, on en a déjà parlé hier matin. Ingo Potricus a été l'initiateur. Il est le président de l'Humanitarian Golden Rice Board. Et ça a nécessité 70 brevets et des accords de confidentialité pour mettre en place ce riz, qui est donc enrichi en fer et en provitamine A, et qui devrait permettre l'alimentation d'une centaine de millions de personnes en Asie du Sud-Est. Bon. Alors, il y a eu un projet de recherche entre l'Université de Zurich, où Ingo est professeur émérite maintenant, et puis l'IRIC, qui est l'International Rice Research Institute, aux Philippines, et Syngenta, Suisse, qui a donc permis de mettre en place ce projet. Alors, il y a eu des entreprises comme Bayer, Mogen, Monsanto, Novartis et Zeneca, plus une autre entreprise japonaise qui a voulu garder l'anonymat, ont donné gratuitement les licences nécessaires pour lancer le projet. Alors, ça permet aux agriculteurs des pays en voie de développement de bénéficier rapidement des résultats et de ne pas donc payer de royalties sur les semences. Et ça concerne les agriculteurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à $10 000. Donc, c'est la totalité des agriculteurs de subsistance. Alors, il y a un autre projet qui est le Water Efficient Maize for Africa, qui est géré par la Fondation africaine pour les technologies agricoles,
financé par les fondations de Bill et Melinda Gates et de Howard Buffett et par le CIMIT, dont j'ai parlé tout à l'heure, Monsanto et des systèmes de recherche agricole des pays d'Afrique de l'Est et du Sud. Donc il y a déjà des nouveaux acteurs qui arrivent, qui sont des fondations philanthropiques, et qui ne demandent pas justement de paiement de redevances. Donc les variétés seront distribuées directement aux entreprises semencières, et c'est des variétés de maïs qui résisteraient à la sécheresse, mais elles peuvent provenir de sélection conventionnelle, de sélection assistée par marqueur, comme de transgénèse. Et Jean-Louis Prioul, qui est dans la salle, pourra apporter des précisions s'il le souhaite. Donc là encore, les petits agriculteurs pourraient en bénéficier. Alors il y a encore deux autres projets avec Marcel Kuntz où nous avons balayé ces projets-là. Alors l'autre projet, c'est le projet qui concerne le riz qui tolère des stress et qui concerne les paysans pauvres en Afrique et en Asie du Sud. Là aussi, c'est cofinancé par la fondation Bill et Melinda Gates. Et 5 millions quand même de personnes pourraient les cultiver en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Alors un autre projet, c'est le manioc. C'est avec le Danforth Center aux États-Unis, à Saint-Louis, le National Crop Resources Research Institute en Ouganda, et puis aussi au Kenya. Et là, c'est une entreprise encore, ensemble de processus philanthropiques humanitaires. C'est cofinancé, là encore, par les fondations Bill et Melinda Gates et Howard Buffett et un fonds de Monsanto. Donc là, il y a 200 millions d'Africains au sud du Sahara qui pourraient tirer 25% de leur apport calorique quotidien du manioc. Et d'ailleurs, la fondation Bill et Melinda Gates insiste sur le fait que les variétés de manioc qui seraient comme ça améliorées par transgénèse devaient être liées à des variétés préférées des populations pour garder les aspects culturels et culinaires et organoleptiques. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays ? Hier, on vous a donné les dernières quantités, du moins en surface, de plantes transgéniques dans le monde. Donc après les USA, arrive l'Argentine. Alors elle est membre de l'UPOV et de l'EMC. Bon, elle cultive beaucoup de plantes transgéniques, dont le soja, le maïs et le cotonnier. Et les agriculteurs peuvent utiliser les semences de ferme. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors, concernant le paiement d'une redevance sur les semences de ferme et des nouvelles variétés, les obtenteurs utilisent la loi sur les contrats selon un système connu sous le nom de Extended Royalty System. Voilà. Alors, pour les variétés transgéniques, la situation, elle n'est pas claire. Selon que la loi repose sur des brevets, la réponse serait plutôt négative. Mais la loi sur les semences autorise l'utilisation de semences de ferme de toute variété protégée, transgénique ou non. Donc là, il faut attendre la jurisprudence pour avoir une vision très claire de la situation. Alors, est-ce qu'il y a un privilège de l'obtenteur ? Bien oui, pour les variétés non transgéniques. Alors, par contre, pour les variétés transgéniques, ce n'est pas très clair, selon qu'on se réfère à la loi sur les semences ou à celle des brevets. Donc, la réponse semblerait positive dans le premier cas, sur la loi sur les semences, et si c'est la loi sur les brevets, là, ça ne serait pas le cas. Donc, il faudra attendre. Alors, le Brésil est membre de l'UPOV, est membre de l'OMC. Ils produisent beaucoup de soja, de cotonnier et de maïs. Donc, je vous invite à aller voir donc les données de Clive James qui sont sur Internet. Alors oui, on peut utiliser des semences de ferme au Brésil sans redevance pour les variétés conventionnelles, sauf pour les boutures de canne à sucre. Parce que là, bon, là il y a un achat de semences certifiées, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, pour les variétés transgéniques, les agriculteurs peuvent utiliser des semences de ferme, mais ils doivent payer une redevance pour la technologie brevetée. D'accord ? Une redevance qui est retenue au niveau de l'organisme stockeur. C'est un peu comme donc, le CVO du blé tendre en France qu'on a mis en place en 2001.
Oui, il y a un privilège de l'obtenteur pour les variétés conventionnelles et le concept de variété essentiellement dérivée. Pour les variétés transgéniques, ce n'est pas très clair. Il serait possible d'utiliser une variété transgénique en sélection variétale, mais la nouvelle variété ne peut être librement commercialisée que si le caractère transgénique ne s'exprime pas ou s'il s'exprime à l'expiration du brevet, donc au-delà des 20 ans. Donc il faut attendre, là encore, la jurisprudence, comme précédemment dans le cas de l'Argentine. Alors l'Inde, qui est le quatrième pays, hein, donc, après les États-Unis, l'Argentine et le Brésil, alors n'est pas membre de l'UPOV. Donc sa loi est trop éloignée de certains principes de base. Donc un jour ou l'autre, ils seront membres de l'UPOV, mais il faut qu'ils se mettent en conformité. Mais ils sont membres de l'OMC. Ils cultivent beaucoup de cotonniers génétiquement modifiés. Donc oui, ils peuvent utiliser des semences de ferme sans limite pour toutes les variétés, qu'elles soient transgéniques ou pas. Ils peuvent même échanger, partager et vendre les semences de ferme. Donc ça va assez loin, pourvu que la vente ne se fasse pas sous le nom de la variété. Les variétés transgéniques sont également soumises à d'autres lois, et en particulier celles sur la dissémination dans l'environnement. Donc les agriculteurs doivent les respecter, ce qui peut limiter la possibilité d'utiliser des semences de ferme de ces variétés-là. En tout cas, il y a un privilège de l'obtenteur, quelle que soit la variété. Et comme pour les semences de ferme, en cas de variété transgénique, d'autres lois de restriction pourraient s'appliquer. Donc là, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Alors, en Chine, elle est membre de l'UPOV depuis 1999, donc l'acte de 78 a été ratifié, et membre de l'OMC. Bon, ils cultivent beaucoup de plantes transgéniques, dont le cotonnier. Alors oui, ils peuvent utiliser des semences de ferme pour les variétés conventionnelles sans paiement de redevance. Alors, la Chine est dirigée avec des gouvernements provinciaux. Alors, certaines provinces peuvent donner des subventions pour encourager les agriculteurs à acheter des semences commerciales de bonne qualité pour arriver à un bon rendement pour des espèces importantes comme les céréales et les oléagineux. Alors, pour les variétés transgéniques type cotonnier, il semble que l'utilisation des semences de ferme soit tolérée. Alors, pour l'ensemble des variétés, le privilège de l'obtenteur s'applique. Les variétés transgéniques après autorisation de mise sur marché doivent obtenir un COV pour être protégées. Et là-bas, comme il n'y a pas de brevet, donc ça n'a pas l'air d'être un problème. Alors, troisième défi, c'est aussi la question, et je boucle la boucle du tout début de l'exposé, c'est comment financer l'innovation. Alors, soit on a une aide financière pléthorique et récurrente, itérative, ou bien on a un désengagement de l'État au détriment, évidemment, de la recherche publique. On peut le voir comme ça. Alors, on peut dire que le recours au brevet par les laboratoires représente une aide au financement pour valoriser l'effort de recherche. Ça se fait communément à l'INRA comme au CNRS. Ce n'est pas du tout tabou. Alors, est-ce qu'en Europe, il faut soutenir davantage financièrement la recherche publique afin qu'elle ne cède pas, elle aussi, à la dérive du droit de breveter des composantes biologiques pour assurer son autofinancement? Ça, c'est une question. Et dans Nature, et encore récemment dans la presse, le 28 avril dernier, 13 grands responsables européens de programmes de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, donc on tire des lignées qui sont pluripotentes, et pour lesquels, avec un certain nombre de transgènes qu'on arrive à intégrer dedans, on peut leur faire faire finalement le développement de nouvelles lignées, et qu'on peut après, évidemment, greffer au malade pour que son organe ou son tissu endommagé puisse guérir. Alors, bon, il y a d'autres cellules souches qui n'ont pas besoin de transgènes, donc c'est une activité qui est très très dynamique. Il y a beaucoup de travaux émanant de laboratoires japonais, américains,
Mais on a le professeur Marc Péchanski, français, qui, avec ses responsables européens, s'est opposé à une interdiction du brevetage, qui serait donc plutôt favorable au brevetage de ces procédés qui utilisent les cellules donc, de l'embryon humain dans une lettre. Alors, selon eux, une telle interdiction risque de mener l'industrie pharmaceutique privée de propriété intellectuelle à se retirer du marché européen pour développer ces techniques à partir de cellules souches embryonnaires humaines. Donc eux, ils demandent justement qu'il y ait un soutien financier à leur recherche, si leurs propres instituts ne donnent pas l'équivalent de l'argent. Alors, en gros, pour conclure, on peut brosser en un tableau les arguments à l'encontre des brevets et puis ceux plutôt en faveur. Alors, selon la directive de 1998, qui, je rappelle, c'est une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique, peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel. Alors, certains trouvent que c'est contestable, qu'une chose qui préexiste n'est pas nouvelle. Attribuer une fonction à un segment d'ADN sur le seul critère des données de séquence, car les parties de la séquence d'un gène qui sont exprimées dépendent du contexte régulateur, donc du fond génomique. Certains disent l'intervention de l'homme sur le vivant, ce n'est pas une invention, c'est piloter des processus naturels, c'est faire par d'autres, notamment des micro-organismes, des animaux ou des végétaux. Et enfin, ils estiment que le paiement de redevances va augmenter les coûts de recherche et va entraver la libre circulation et le développement des connaissances. Alors je rappelle qu'en tout cas, les éléments du corps humain sont un patrimoine de l'humanité et à ce titre ne font pas l'objet d'un brevet. Alors les arguments en faveur de la brevetabilité du vivant, justement, c'est récompenser l'effort de recherche, c'est une aide donc au financement, c'est un retour sur l'investissement, ça permet de diffuser des connaissances, c'est un indicateur de la réputation du pays. Et effectivement, ça reflète le dynamisme de la recherche et du développement. Alors, certains disent le gène est une molécule chimique quelconque. On peut breveter un gène comme on brevette des molécules chimiques sur la base d'une fonction spécifiée. Et c'est bien le chercheur ou l'obtenteur qui le découvre. Donc il y a bien un critère d'applicabilité industrielle qui peut être satisfait, si on en fait la démonstration. L'intervention de l'homme sur le vivant constitue une invention. S'il n'avait pas manipulé et mis en place un certain nombre de méthodes et outils, on n'aurait pas pu découvrir la fonction de ce gène et physiquement le gène, la molécule. Donc, il crée des organismes qui n'existaient pas avant son intervention. Et enfin, les critères de nouveauté et d'invention sont alors satisfaits et on pourrait donc aller en faveur de la brevetabilité du vivant sur la base de ces arguments-là. Voilà, je voudrais vous remercier de votre attention, vous dire que déjà en 1998, nous nous étions intéressés à cette question de la protection des innovations avec l'avènement des plantes transgéniques, avec André Gallet et récemment avec Bernard Le Buanec. Et puis voilà la littérature citée que je vous invite à aller regarder si toutefois cette question vous intéresse et qui est bien sûr consignée sur ce papier. Voilà, merci.